Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de lui avoir donné l'air même que vous respirez? C'est ce que j'ai fait, et en retour elle a prévu de me laisser avec rien sauf les 4 murs froids d'une maison de retraite. Ceci est l'histoire de comment la propre voix de ma fille dans un message qui ne m'était pas destiné est devenue le catalyseur d'une bataille que je n'aurais jamais pensé devoir mener. Je m'appelle Martine, j'ai 66 ans, et ma propre fille m'a envoyé accidentellement un message vocal qui était destiné à son mari. Ce que j'ai entendu sur moi-même dans cet audio m'a fait quitter la maison le lendemain matin avec un plan qu'elle ne verrait jamais venir. Stéphane, je n'en peux plus d'avoir ma mère dans cette maison. J'ai entendu la voix de ma fille Chloé avec une froideur qui m'a glacé le sang. C'est une nuisance. Elle se mêle de tout. Et en plus, on dépense déjà tellement d'argent pour elle. J'ai cherché des endroits pas chers. J'en ai trouvé un qui ne coûte que 800 € par mois. À cet instant, j'ai senti comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. C'était la même fille pour qui j'avais travaillé jour et nuit à nettoyer les maisons des autres, la même pour qui j'avais payé l'université en vendant même mes bijoux, la même qui avait pleuré dans mes bras quand son premier fiancé l'avait laissée devant l'autel, et j'avais dépensé mes dernières économies pour convaincre cet homme de revenir. Mais l'audio continuait, et ce qui venait ensuite était encore pire. De plus, j'ai déjà vérifié les papiers de la maison. C'est à son nom, mais j'ai trouvé un moyen de la transférer à notre nom sans qu'elle s'en rende compte. Ma cousine Caroline, qui travaille au service de l'état civil de la mairie, va m'aider. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ma propre fille prévoyait de me voler ma maison, la seule chose de valeur que j'avais en ce monde. La maison que j'avais construite brique par brique à la sueur de mon front, en travaillant 12 heures par jour pendant 30 ans. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de l'entendre rire à la fin du message. Dans un mois, maman sera à la résidence et nous posséderons tout. On pourra enfin vivre en paix sans cette vieille femme aigrie pour nous contrôler. Si vous avez déjà ressenti la plus profonde trahison de la part de quelqu'un que vous aimez, vous saurez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais ce que ma fille Chloé ne savait pas, c'est que sa mère n'est pas aussi naïve qu'elle le pense. Et après 66 ans dans ce monde, j'ai appris que parfois la seule façon de se défendre est avec la même ruse que celle utilisée contre vous. Je n'ai pas pu dormir une seule minute cette nuit-là. À l'aube, je me suis levée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai mis mon plus élégant tailleur carmin, j'ai rassemblé tous mes documents importants et j'ai quitté la maison avec un sourire aux lèvres et un plan qui allait tout changer pour toujours. Pour comprendre la profondeur d'une trahison, il faut d'abord comprendre la profondeur de l'amour qui a été brisé. Chaque cale sur mes mains, chaque cheveu gris sur ma tête était un témoignage de ma dévotion. Mais était-il possible que les sacrifices mêmes que je pensais construire une fondation d'amour n'étaient à ses yeux que le pavage d'une route vers son propre héritage? Pour comprendre pourquoi ce que j'ai entendu m'a fait si mal, j'ai besoin de vous dire comment je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui et comment ma relation avec Chloé est devenue la chose la plus importante dans ma vie. J'ai grandi dans une famille où l'amour se mesurait aux sacrifices que l'on faisait pour les autres. Ma mère, que son âme repose en paix, travaillait comme couturière de 5 heures du matin à 22 heures le soir pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes 3 frères et sœurs. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais nous avons toujours eu de l'amour, du respect et des valeurs fortes. Martine, me disait ma mère en m'apprenant à coudre, dans cette vie, la seule chose qui compte, c'est la famille. Et pour la famille, tu donnes tout jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Quand je suis tombée enceinte de Chloé à 18 ans, son père a disparu comme par magie. Un soir, il était là, promettant que nous allions nous marier. Et le lendemain matin, il était parti. Ses parents m'ont claqué la porte au nez quand je suis allée le chercher, me disant que leur fils n'allait pas gâcher son avenir pour une fille de rien. C'est là que ma mère m'a montré de quel bois elle était faite. Cet enfant aura tout ce que nous n'avons pas pu avoir, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras et en séchant mes larmes. Nous allons l'élever ensemble pour qu'elle devienne une femme bien. Ma mère a vendu ses 2 seuls bracelets en or, les seuls bijoux qu'elle avait pour m'acheter tout ce dont j'avais besoin pour le bébé. Quand Chloé est née, c'était comme si un ange était né. C'était le plus beau bébé que j'ai jamais vu avec ses grands yeux et un sourire qui illuminait toute la pièce. Ma mère et moi nous relayions pour nous occuper d'elle pendant que je travaillais. J'ai commencé à faire des ménages à 19 ans, gagnant à peine 20 € par jour, mais chaque centime que je gagnais était pour elle. Je me souviens très bien du premier jour où j'ai emmené Chloé à l'école maternelle. Nous avons marché parce que nous n'avions pas d'argent pour le bus, mais
Elle portait son uniforme parfaitement repassé et ses chaussures cirées. Les autres mères arrivaient dans de belles voitures vêtues de vêtements chers, et je me sentais petite dans ma robe reprisée et avec mes mains calleuses. Mais quand Chloé m'a embrassée sur la joue et m'a dit « Merci maman, tu es la meilleure du monde », j'ai su que tout cela en valait la peine. Les années ont passé et ma routine était toujours la même. Me lever à 4 heures du matin, préparer le petit déjeuner pour Chloé, l'emmener à l'école, travailler à nettoyer 3 maisons différentes jusqu'à 18 heures, la récupérer, l'aider avec ses devoirs et la mettre au lit avec une histoire. Les week-ends, je faisais des lessives pour gagner un peu plus d'argent. Tout ça pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure que la mienne. Ma mère est décédée quand Chloé avait 8 ans. Mais avant de partir, elle m'a fait une promesse que je n'oublierai jamais. Martine, cet enfant est ton plus grand trésor. Donne-lui une éducation, donne-lui de l'amour, et elle prendra soin de toi quand tu seras vieille. Le sang de notre famille est bon, elle ne te décevra pas. Ces mots m'ont donné la force de continuer même lorsque les jours étaient si durs que je voulais abandonner. Quand Chloé a eu 15 ans, j'ai travaillé des jours supplémentaires pendant 6 mois pour lui offrir la fête qu'elle méritait. J'ai dépensé 3 500 € pour cette célébration, de l'argent que j'avais économisé pour réparer notre toit qui fuyait, mais voir l'expression sur son visage ce soir-là, la regarder briller dans sa robe dorée pendant qu'elle dansait, n'avait pas de prix. « Maman, je ne sais pas comment tu me donnes autant alors que tu n'as presque rien », m'a-t-elle dit ce soir-là, en me serrant dans ses bras. « Quand je serai grande, je te rendrai tout cela multiplié par 1000. » Tout au long du lycée, Chloé a été une élève exemplaire. Elle avait les meilleures notes de sa classe, participait aux pièces de théâtre de l'école, et tous les professeurs me disaient qu'elle avait un avenir brillant devant elle. Mais suivre ses études n'était pas donné. Les livres, les uniformes, les sorties scolaires, tout cela coûtait de l'argent que je n'avais pas. J'ai commencé à nettoyer une 4e maison, le dimanche, mon seul jour de congé, juste pour pouvoir tout payer. Quand est venu le moment de l'inscrire à l'université, le coût était de 15 000 € par an. Je ne gagnais que 400 € par mois en faisant des ménages. J'ai fait le calcul et c'est impossible. Mais une mère fait l'impossible pour ses enfants. J'ai contracté un prêt en utilisant ma maison comme garantie. J'ai vendu la seule bague de fiançailles que son père m'avait donnée avant de partir, et j'ai même vendu la machine à coudre de ma mère. « Ma fille », j'ai dit à Chloé le jour où je l'ai emmenée s'inscrire, « je n'ai pas pu aller bas à l'université, mais toi tu vas devenir une professionnelle. Tu auras un diplôme, tu travailleras dans un bureau avec la climatisation et tu n'auras jamais à nettoyer les maisons des autres comme ta mère. » Ce jour-là, j'ai pleuré de bonheur en regardant ma fille signer les papiers d'inscription pour son diplôme d'école de commerce. Pendant les 4 années d'université, j'ai continué à travailler comme une folle pour payer toutes ses dépenses. Chloé avait besoin d'argent pour les livres, pour les projets, pour sortir avec ses amis, pour des vêtements appropriés, pour les présentations. Je lui ai tout donné, même si cela signifiait que je devais manger des pâtes et de la soupe pendant toute une semaine pour économiser de l'argent. Quand elle a obtenu son diplôme, ce fut le jour le plus fier de ma vie. Voir ma fille monter sur scène avec sa toque et sa toge, entendre appeler son nom et l'ovation de la foule, c'était comme si tous mes sacrifices en avaient valu la peine. Après la cérémonie, elle m'a serrée dans ses bras en pleurant et m'a dit « Maman, ce diplôme est autant à toi qu'à moi. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Je te promets que maintenant que je suis une professionnelle, tu n'auras plus jamais à souffrir. » Un an plus tard, Chloé a rencontré Stéphane à son travail. Au début, j'étais si heureuse parce que je la voyais si contente et amoureuse. Stéphane semblait être un bon gars et il avait un emploi stable comme chef d'équipe dans une usine et il traitait bien ma fille. Quand il a officiellement demandé sa main, j'ai pleuré d'émotion pensant que Chloé aurait enfin cette famille stable que je n'avais jamais pu lui donner. Mais organiser le mariage fut un autre énorme sacrifice financier. Chloé voulait une célébration élégante comme dans les magazines, disait-elle. Le lieu coûtait 8 000 € la robe, 2 000 la musique, 800 les fleurs, 600. Au total, j'ai dépensé 10 000 € pour ce mariage, de l'argent que j'ai obtenu en contractant un autre prêt et en vendant les derniers bijoux qui me restaient. Les premières années de leur mariage ont été magnifiques. Chloé et Stéphane venaient me voir tous les dimanches. Nous dînions ensemble et elle m'aidait toujours avec les dépenses de la maison. « Maman, maintenant que je travaille, je veux prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi », disait-elle en me donnant de l'argent pour les courses.
Je sentais enfin que mes sacrifices avaient payé, que j'avais une fille reconnaissante qui m'aimait vraiment. Mais tout a changé il y a 3 ans quand Stéphane a perdu son emploi et qu'ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Ils ont commencé à me demander constamment de l'argent. Et comme toujours, je ne pouvais pas dire non. D'abord, ce fut 1 000 € pour les dépenses mensuelles, puis 2 500 € pour un acompte sur une nouvelle voiture, puis 3 000 pour payer des dettes de carte de crédit. Une fissure dans une fondation ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence par un tremblement si faible que vous le prenez pour votre imagination. Les appels manqués, les commentaires inquiets sur ma mémoire. Je les ai balayés comme étant le stress de la vie d'un jeune couple. Mais si chaque petit affront n'était pas un accident, mais une pierre soigneusement placée sur le chemin de ma perte, tout a commencé à changer subtilement après que je leur ai prêté ces 3 000 € pour leurs dettes. Au début, c'était de petits détails que je justifiais dans mon esprit, pensant qu'ils étaient le résultat du stress dû à leurs problèmes financiers. Mais maintenant, après avoir entendu ce message, je comprends que ce n'était pas du stress. C'était le début d'un plan calculé pour me pousser hors de leur vraie vie. Le premier signe a été quand ils ont arrêté de venir le dimanche. Maman, nous sommes tellement occupés avec le nouvel emploi de Stéphane, me disait Chloé au téléphone. Tu sais ce que c'est. Nous devons montrer que nous sommes responsables. Je comprenais, ou du moins, je le pensais. Après tout, il était naturel pour un jeune couple de vouloir se concentrer sur sa réussite. Mais ensuite, les excuses pour ne pas répondre à mes appels ont commencé. J'appelais le matin et Chloé disait « Maman, je suis dans une réunion importante. Je t'appelle plus tard. » J'appelais l'après-midi. « Oh maman, je suis au supermarché en train de faire nos courses de la semaine. » Le soir. « Maman, il est trop tard. Nous dînons. On se parle demain. » Ce demain n'arrivait jamais. Et quand nous parvenions enfin à nous parler, la conversation durait à peine 5 minutes. Puis sont venus les commentaires blessants déguisés en inquiétude. « Maman, Stéphane dit qu'il a remarqué que tu étais très oublieuse ces derniers temps, m'a-t-elle dit un jour lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Tu es sûre que tu peux vivre seule dans cette grande maison, à ton âge tout peut arriver. » J'ai ri nerveusement pensant qu'ils exagéraient, mais la graine du doute avait déjà été plantée. Un après-midi, j'ai décidé de leur rendre visite à l'improviste en leur apportant la tarte tatin que Stéphane aimait tant. Quand j'ai frappé à la porte, j'ai entendu des rires et des voix à l'intérieur, mais ils ont mis près de 5 minutes à ouvrir. « Oh maman, quelle surprise !» dit Chloé, avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Nous étions juste en train d'organiser des papiers de travail. À l'intérieur se trouvait sa cousine Caroline, celle qui travaillait au service de l'état civil, avec un tas de documents éparpillés sur la table de la cuisine. Quand elles m'ont vue entrer, Caroline a rapidement rassemblé tous les papiers et les a fourrés dans un dossier. « Bonjour, tante Martine », me salua-t-elle avec ce faux sourire qu'elle avait toujours eu. J'aidais juste Chloé avec des papiers pour l'assurance maladie de Stéphane. Mais j'avais réussi à entrevoir mon nom sur l'un de ces documents avant que Caroline ne le cache. « Pourquoi avez-vous besoin de papiers avec mon nom dessus ?» ai-je demandé avec une curiosité sincère. Chloé et Caroline ont échangé un regard que je n'ai pas su interpréter à l'époque, mais que je comprends parfaitement maintenant. « C'est juste pour mettre à jour les bénéficiaires de l'assurance maman », m'a dit Chloé. « Tu sais, au cas où quelque chose nous arriverait, tu es notre seule famille. » Cette explication m'a calmée sur le moment, mais plus tard j'ai commencé à remarquer que chaque fois que je mentionnais le sujet, Chloé changeait rapidement de conversation. « Maman, pourquoi ne me parles-tu pas du jardin ?» disait-elle. « Oh maman, as-tu vu la nouvelle émission qui passe sur M6 ?» C'est alors que les oublis délibérés ont commencé. Ils m'invitaient à déjeuner. Et quand j'arrivais au restaurant, il n'était pas là. « Oh maman, on a oublié de te dire qu'on devait annuler » disait-il plus tard. Stéphane a eu une urgence au travail. C'est arrivé 3 fois en 2 mois. La 4e fois que c'est arrivé, je suis restée assise seule dans ce restaurant pendant 1 heure, me sentant comme une imbécile pendant que d'autres familles, tout autour de moi, profitaient de leur repas ensemble. Ils ont aussi commencé à m'exclure des événements familiaux importants. J'ai découvert par hasard, en parlant à ma voisine, Madame Rose, qu'ils avaient organisé un barbecue pour fêter l'anniversaire de Stéphane. « C'est étrange que tu n'aies pas été là, Martine, » m'a dit Madame Rose. « Je les ai vus acheter de la viande pour une vingtaine de personnes au supermarché. » Quand j'ai demandé à Chloé pourquoi je n'avais pas été invitée, elle a dit « Oh maman, c'était une chose très informelle, nous ne voulions pas te déranger. »
Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ils ont décidé d'emménager temporairement chez moi. Maman, ils vont repeindre notre appartement et nous avons besoin de rester chez toi pendant environ un mois, m'a dit Chloé. En plus, comme ça, nous pourrons passer plus de temps ensemble. Tu ne trouves pas que c'est parfait? J'étais heureuse de les avoir à nouveau près de moi. Je pensais que nous allions enfin retrouver la proximité que nous avions perdue. Cependant, dès le premier jour de leur arrivée, les choses sont devenues différentes dans ma propre maison. Stéphane a commencé à se plaindre de tout, que ma télévision était trop vieille, que l'Internet était trop lent, que la douche n'avait pas assez de pression. Tante, cette maison a besoin de beaucoup de réparations, disait-il. À votre âge, entretenir une si grande propriété doit être très difficile. Bah, sans pas qu'on m'en mais Chloé a commencé à réorganiser mes affaires sans me le demander. Maman, ces assiettes sont trop vieilles. Je vais les remplacer par des neuves, disait-elle. Et ces vêtements que tu as dans le placard sont tellement démodés. On devrait juste les donner. Peu à peu, ma maison a cessé de ressembler à ma maison. C'était comme si j'étais une invitée chez moi. Puis les conversations à voix basse ont commencé, qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce. Je les voyais parler dans la cuisine, et quand j'apparaissais, ils changeaient immédiatement de sujet pour quelque chose de trivial comme la météo ou les nouvelles. De quoi parliez-vous? Leur demandai-je. Rien d'important, maman, répondait Chloé. Juste des dépenses de la maison. Une nuit, j'ai entendu Stéphane parler au téléphone sur la terrasse. Oui, nous vivons déjà ici. Non, elle ne se doute de rien. Caroline dit qu'elle peut avoir tous les papiers prêts dans 2 semaines de plus. Quand je suis sortie pour lui demander à qui il parlait, il a dit que c'était son patron à propos d'un projet de travail. Ils ont aussi commencé à contrôler subtilement mes finances. Maman, laisse-moi t'aider avec les factures d'électricité et d'eau, disait Chloé. Tu es trop vieille pour te soucier de ces choses. Au début, j'ai pensé que c'était un geste aimable, mais j'ai ensuite réalisé qu'elle épluchait tous mes relevés bancaires. Maman, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent liquide? Me demandait-elle quand elle voyait que j'avais retiré 200 € pour mes dépenses personnelles. Le plus douloureux était de voir comment il parlait de moi quand il pensait que je n'écoutais pas. Un après-midi, je taillais les plantes dans le jardin quand j'ai entendu Stéphane dire à quelqu'un au téléphone « Ma belle-mère devient de plus en plus difficile à gérer. Elle devient très têtue avec l'âge. » Si mes poumons. Bête son métaux, Chloé a ri en arrière-plan et a ajouté « C'est vrai, dernièrement elle oublie des choses et devient très difficile quand on essaie de l'aider. » Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand ils ont commencé à faire des commentaires sur ma santé mentale devant d'autres personnes. Mon amie de longue date, Madame Laetitia, est venue me rendre visite et Chloé lui a dit « Oh Laetitia, ma mère est si confuse ces derniers temps. Hier, elle voulait aller se promener à 22 heures du soir parce qu'elle pensait que c'était le matin. » C'était un mensonge complet. Je n'avais jamais fait une chose pareille, certainement. Mais j'ai vu comment Laetitia m'a regardée avec pitié et inquiétude. « Oh Martine, c'est une bonne chose que tu aies Chloé pour prendre soin de toi, » a-t-elle dit. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde colère, mais aussi une immense tristesse en réalisant que ma propre fille créait un faux récit sur mon état mental. Des visiteurs étranges ont commencé à arriver chez moi. Des médecins qui étaient censés vérifier ma tension artérielle, des assistantes sociales qui voulaient évaluer mes conditions de vie, et même un homme qui s'est présenté comme un spécialiste des soins gériatriques. Ils venaient tous quand Chloé leur fixait un rendez-vous, mais ils ne me demandaient jamais si je voulais ces visites. Lors d'une de ces évaluations, j'ai entendu le médecin parler avec Chloé dans le salon. « Madame, votre mère semble aller bien physiquement, mais je vais noter dans le rapport qu'elle montre des signes de légère confusion liés à l'âge. » J'écoutais depuis la cuisine complètement lucide et consciente pendant que cet homme écrivait des mensonges sur mon état mental. La tension dans la maison est devenue insupportable. Chaque jour, je sentais plus de pression, plus de contrôle sur ma vie, plus de commentaires blessants déguisés en soins. « Maman, tu ne devrais plus conduire, » m'a dit Stéphane un jour. « À ton âge, c'est trop dangereux. »« Maman, il vaut mieux que tu n'ailles plus faire les courses seule, » a ajouté Chloé. « Nous pouvons le faire pour toi. » Peu à peu, il m'enlevait mon indépendance, mon autonomie, ma dignité. Et le plus douloureux, c'est qu'il le faisait avec un sourire aux lèvres, en me disant que c'était pour mon bien qu'il m'aimait tellement et voulait seulement prendre soin de moi. On dit que la technologie nous rapproche.
Mais pour moi, une simple erreur, un message vocal envoyé à la mauvaise personne, a fait voler mon monde en éclats. En seulement 3 minutes, la fille que j'adorais est devenue une étrangère, et la maison que j'avais construite est devenue un prix à gagner. Pourriez-vous écouter la personne que vous aimez le plus au monde comploter votre perte sans que cela ne vous brise? Le moment qui a tout changé pour toujours est arrivé ce mardi après-midi, lorsque mon monde s'est effondré à cause d'une simple erreur technologique qui a révélé la vérité la plus cruelle que j'ai vécue en 66 ans. Ce jour-là avait été particulièrement difficile. Chloé et Stéphane étaient partis tôt en disant qu'ils allaient s'occuper de questions de travail, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je les avais vus chuchoter toute la matinée. Et quand j'avais demandé ce qui se passait, ils avaient répondu avec ces faux sourires que j'avais déjà appris à reconnaître. Ce n'est rien, maman, disait Chloé. Juste des trucs ennuyeux, à propos du travail de Stéphane. J'étais restée seule dans la maison, sentant cette pression dans ma poitrine qui avait grandi ces dernières semaines. La maison, qui était autrefois mon refuge, me semblait maintenant être une prison. Tout avait changé depuis qu'ils étaient venus s'installer temporairement. Mes routines, mes espaces, même ma façon de vivre avaient été altérées pour s'adapter à leurs besoins et à leurs plans secrets. Vers 15 heures de l'après-midi, je préparais une tisane à la camomille pour calmer mes nerfs quand j'ai entendu la notification sur mon téléphone. C'était un message vocal de Chloé. Au début, j'ai pensé qu'elle me prévenait qu'il serait en retard ou peut-être qu'elle me demandait de préparer quelque chose de spécial pour le dîner. Quelle naïveté de penser que ma fille me considérait encore assez importante pour me faire part de ses plans. J'ai appuyé sur le bouton de lecture sans imaginer que dans les 3 prochaines minutes, toute ma vie serait mise en pièces. Son Stéphane, je n'en peux plus d'avoir ma mère dans cette maison. La voix de Chloé a commencé avec un ton d'exaspération qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi en personne. Mon cœur s'est arrêté. Ces mots prononcés avec un tel mépris étaient comme des poignards acérés perçant mon âme. Ce n'était pas la douce fille qui me serrait dans ses bras et me disait « Je t'aime, maman » chaque fois qu'elle partait. C'est une nuisance totale, Stéphane. Elle se mêle de tout ce qu'on fait. Toujours à poser des questions, toujours là. Et en plus, on dépense déjà tellement d'argent pour elle. J'ai cherché des endroits pas chers. J'en ai trouvé un en périphérie qui ne coûte que 800 € par mois. Avec ce qu'on économisera, on pourra enfin rénover la cuisine qu'on veut tant et même acheter de nouveaux meubles pour le salon. Chaque mot était comme un coup physique. Ma propre fille, l'enfant à qui j'avais consacré toute ma vie, parlait de moi comme si j'étais un vieux meuble dont il fallait se débarrasser. Les 800 € que coûterait la résidence, c'était exactement ce que je leur avais donné chaque mois pour leurs dépenses personnelles. De l'argent qui provenait de ma retraite et de mes petites économies. Mais l'audio continuait, et ce qui venait ensuite m'a complètement détruite. De plus, j'ai déjà vérifié tous les papiers boisseaux de la maison. C'est à son nom. Mais Caroline m'a déjà expliqué comment on peut la transférer à notre nom sans qu'elle s'en rende compte. Ça va coûter environ 500 € en pot de vin et frais, mais ça vaut le coup. Ma cousine a déjà l'expérience de ce genre d'arrangement. À cet instant, j'ai tout compris. Les visites désinvoltes de Caroline avec ses dossiers pleins de documents, les conversations qui s'arrêtaient quand j'apparaissais les spécialistes qui étaient venus évaluer ma maison et mon état mental. Tout cela avait fait partie d'un plan méticuleusement orchestré pour me faire déclarer incapable et voler ma propriété, ma maison, la maison que j'avais construite brique par brique en travaillant 12 heures par jour pendant 30 ans, la maison où j'avais élevé Chloé, où nous avions fêté ses anniversaires, où j'avais pleuré quand elle avait obtenu son diplôme universitaire, où j'avais rêvé qu'un jour mes petits-enfants joueraient. Cette maison, qui valait environ 485 000 € et représentait tout mon patrimoine, tout mon avenir, toute ma sécurité. J'ai déjà parlé avec le directeur de la résidence Saint-François. La voix de Chloé continuait avec une froideur qui me glaçait jusqu'aux os. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que ma mère souffrait d'une démence précoce et qu'il était dangereux pour elle de vivre seule. Il a été très compréhensif. Il dit qu'il voit des cas comme ça tout le temps. J'ai déjà signé tous les papiers d'admission préliminaire. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur le sol de la cuisine. Ma propre fille avait menti à un étranger sur mon état mental. Elle avait signé des papiers pour me faire interner sans mon consentement et elle le faisait avec la même facilité que celle avec laquelle on planifie des vacances. Le plan est parfait, chérie, continuait-elle à parler
à Stéphane. Mardi prochain, on va lui dire qu'elle a un rendez-vous médical de routine. On l'emmènera à la résidence, on l'enregistrera, et le temps qu'elle réalise ce qui s'est passé, elle sera déjà à l'intérieur, et nous aurons la tutelle légale. Caroline dit qu'avec les rapports médicaux que nous avons obtenus, qui disent qu'elle a une confusion mentale, il sera très facile de prouver qu'elle ne peut pas prendre de décision seule. Ces faux rapports médicaux qu'ils avaient fabriqués avec l'aide de médecins corrompus, ces évaluations que j'avais permises en pensant qu'elles étaient pour ma santé, tout avait été une farce pour construire un dossier qui justifierait de m'enlever ma liberté et mes droits. On pouvait entendre Stéphane rire en arrière-plan et ajouter des commentaires que je ne pouvais pas comprendre clairement. Mais son ton d'approbation était évident. L'homme que j'avais accueilli dans ma famille, que j'avais aidé financièrement, que j'avais traité comme un fils, participait activement au plan de destruction de ma vie. Ah, le meilleur dans tout ça, continua Chloé avec un rire qui me brisa le cœur, c'est qu'elle ne se doutera jamais de rien. Elle pense que nous sommes les enfants parfaits qui l'adorent. Elle me dit encore « Merci de prendre soin de moi, chérie », quand je lui apporte son petit déjeuner au lit. Si elle savait seulement que je lui donne ce petit déjeuner pour la garder calme pendant que je prépare ses funérailles de son vivant. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé irrémédiablement. Ce n'était pas seulement la trahison, ce n'était pas seulement la douleur de découvrir que ma fille me détestait. C'était l'humiliation de réaliser que pendant que je la bénissais chaque soir dans mes prières, remerciant Dieu de m'avoir donné une si bonne fille, elle calculait combien de jours il restait avant de pouvoir se débarrasser de moi. Avec les 485 000 € que vaut la maison, nous pourrons payer toutes nos dettes de carte de crédit le prêt de la voiture. Et il nous restera même assez pour partir en vacances en Europe comme nous l'avons toujours voulu, continuait Chloé. Et le meilleur, c'est que nous n'aurons plus à faire semblant de l'aimer. Fini les dimanches à prétendre que nous aimons sa nourriture horrible. Fini d'écouter ces histoires répétitives de quand elle était jeune. Chaque mot était un autre coup de poignard. Ma nourriture que je préparais avec tant d'amour chaque dimanche dans l'espoir qu'ils viennent me voir. Mes histoires que je racontais parce que je voulais partager les beaux souvenirs de ma jeunesse avec eux et leur apprendre notre famille. Tout ce que je pensais être de l'amour et du lien était pour eux une nuisance qu'ils devaient endurer. Dans un mois, maman sera à la résidence et nous posséderons tout, finissait par dire Chloé. On pourra enfin vivre en paix sans cette vieille femme aigrie pour nous contrôler. De plus, l'assurance vie qu'elle a est à notre nom. Donc si quelque chose lui arrive à la résidence, Dieu me pardonne de le dire, ce ne serait pas si mal. Ces derniers mots m'ont glacé le sang. Non seulement ils voulaient me voler ma maison et ma liberté, mais ils avaient froidement calculé que ma mort leur serait également profitable. Ils avaient transformé leur propre mère en un investissement espérant tirer des profits à la fois de ma vie et de ma mort. Le message s'est terminé par des rires et des commentaires sur le choix du restaurant pour le dîner de ce soir-là, comme s'ils venaient de planifier des vacances au lieu de la destruction totale de la vie de la femme qui les avait aimés plus que tout au monde. Je suis restée assise sur le sol de ma cuisine, je ne sais combien de temps. Le téléphone toujours à la main, rejoint le message encore ou encore, papa est mort, espérant avoir mal entendu, espérant que c'était un cauchemar dont j'allais me réveiller. Mais chaque fois que j'écoutais, la réalité devenait plus crue, plus douloureuse, plus définitive. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger, je n'ai pas pu dormir. Je ne pouvais rien faire d'autre que de marcher dans ma maison, regardant chaque objet, chaque photographie, chaque souvenir que j'avais construit en pensant qu'un jour je le transmettrais avec amour à ma fille. Maintenant, je savais que tout cela allait être volé, vendu ou jeté à la poubelle, sans aucun respect pour les souvenirs que cela représentait. La douleur peut faire deux choses. Elle peut vous briser ou elle peut vous forger en acier. Cette nuit-là, alors que les morceaux de mon cœur gisaient brisés sur le sol, un feu que je pensais éteint depuis longtemps s'est ravivé. Ils pensaient avoir affaire à une vieille femme fragile, mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je suis la fille de ma mère, et j'étais sur le point de leur montrer ce que cela signifiait vraiment. Mais alors que je marchais dans ma maison, dans l'obscurité de ce matin-là, quelque chose a commencé à changer en moi. La tristesse et la douleur ont commencé à se transformer en quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une détermination pure et froide. Ma fille pensait que j'étais une vieille femme naïve et facile à manipuler, mais elle avait complètement sous-estimé la femme qui l'avait élevée. À l'aube, je me suis levée avec une clarté mentale que je n'avais pas eue depuis des mois.
J'ai mis mon plus élégant tailleur carmin, celui que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai attrapé mon sac à main avec tous mes documents importants et j'ai quitté la maison avant que Chloé et Stéphane ne se réveillent. J'avais un plan et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ce matin-là, je me suis réveillée à 5 heures précises, comme si mon corps savait que c'était le jour le plus important de ma vie. Toute la nuit, j'avais planifié chaque mouvement, chaque mot, chaque détail de ce que j'allais faire. Je n'étais plus la Martine naïve qui avait permis à sa propre fille de la manipuler pendant des mois. Aujourd'hui, j'allais montrer à Chloé qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qui l'avait élevée. J'ai mis mon tailleur pantalon carmin, le même que j'avais porté à sa remise de diplôme universitaire. Je me suis maquillée avec soin, je me suis coiffée élégamment et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait laissées. Je voulais ressembler à la femme forte et digne que j'étais pas à la victime vulnérable qu'il pensait que j'étais. Avant de partir, j'ai écrit un mot et je l'ai laissé sur la table de la cuisine. Suis partie tôt pour m'occuper de questions personnelles. Serai de retour dans l'après-midi. Bisté maman. Je ne leur ai pas donné plus de détails car ils ne les méritaient pas. Pendant des mois, ils avaient pris des décisions sur ma vie sans me consulter. C'était maintenant à mon tour d'agir sans leur donner d'explication. Mon premier arrêt fut la banque. J'y suis arrivée exactement à l'ouverture à 8 heures du matin. Bonjour, Madame Baker, m'a dit Nora, la directrice qui me connaissait depuis 15 ans. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Nora, j'ai besoin de revoir toutes les transactions sur mon compte des 6 derniers mois et je veux changer tous mes bénéficiaires, lui ai-je dit avec une fermeté qui l'a surprise. J'ai aussi besoin que vous m'expliquiez si quelqu'un a tenté d'accéder à des informations sur mes comptes sans mon autorisation. Nora a froncé les sourcils en consultant mon dossier sur l'ordinateur. Madame Baker, j'ai plusieurs demandes de renseignements sur votre compte enregistré, ici faites par votre fille Chloé. Elle a présenté une lettre signée de votre main, l'autorisant à consulter vos relevés bancaires pour vous aider dans vos finances. Mon sang n'a fait qu'un tour. Nora, je n'ai jamais signé cette lettre. Pouvez-vous me montrer ce document? Quand j'ai vu la supposée autorisation, j'ai immédiatement reconnu que la signature avait été falsifiée. Elle était similaire à la mienne, mais je n'avais jamais écrit mon nom avec cette inclinaison. C'est une contrefaçon, lui ai-je dit en lui montrant ma carte d'identité pour qu'elle puisse comparer les signatures. Ma fille a accédé frauduleusement à mes informations bancaires. J'ai besoin que vous annuliez immédiatement toute autorisation qu'elle possède et que vous mettiez une alerte de sécurité sur mon compte. Nora a pâli en réalisant la gravité de la situation. Madame Baker, c'est très grave. Nous allons annuler tous les accès non autorisés immédiatement et je vous recommande de déposer un rapport de fraude. C'est exactement ce que je vais faire, ai-je répondu. Mais d'abord, j'ai besoin de protéger mes actifs. Je veux transférer tous mes fonds sur un nouveau compte que seul moi pourrai gérer et je veux changer le bénéficiaire de mon assurance vie. Pendant l'heure qui a suivi, Nora m'a aidé à sécuriser toutes mes finances. J'ai transféré mes 8 750 € d'économie sur un compte entièrement nouveau. J'ai changé tous les mots de passe et j'ai nommé une fondation caritative pour les personnes âgées abandonnées comme bénéficiaires de mon assurance vie. Chloé n'allait plus voir un seul centime de mon argent. Mon deuxième arrêt fut le bureau de l'état civil à la mairie où travaillait Caroline, la complice de Chloé. J'y suis arrivée sans prévenir avec un petit enregistreur caché dans mon sac à main. « Bonjour Caroline » dis-je avec un doux sourire. « Je viens vérifier l'état de ma propriété. Ma fille m'a dit que tu l'avais aidée avec des papiers. » Caroline est immédiatement devenue nerveuse. « Oh, tante Martine, que faites-vous ici? Chloé ne m'avait pas dit que vous veniez. » Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de fermer rapidement des documents qu'elle avait sur son bureau. « Ne t'inquiète pas, Caroline, » dis-je en gardant mon ton désinvolte. « Je veux juste mieux comprendre ces papiers d'assurance que ma fille est en train de faire. Pourrais-tu m'expliquer exactement quels documents vous avez besoin avec mon nom dessus ?» Caroline a commencé à transpirer. « Eh bien, tante, ce sont juste des mises à jour de routine pour le registre. » Sa voix s'est brisée quand elle a réalisé que j'en savais plus que je ne le laissais paraître. « Caroline, dis-je en me penchant en avant, je sais exactement ce que toi et ma fille avez planifié. Je connais les faux documents, je connais le plan pour prendre ma maison et je sais que tu l'as aidé à falsifier des papiers en utilisant ta position ici. » Je lui ai montré mon téléphone avec l'audio que j'avais enregistré la veille. « J'ai la preuve de tout. » Caroline s'est affalée sur sa chaise. « Tante Martine, je
Je ne voulais pas le faire, mais Chloé m'a dit que vous ne pouviez plus prendre soin de vous-même, que c'était pour votre bien. C'était pour de l'argent, Caroline. Ne prétends pas que c'était pour mon bien, lui ai-je dit fermement. Maintenant, tu as deux options. Soit tu m'aides à annuler tout ce que tu as fait, soit je vais directement voir ton supérieur et je lui montre les preuves que tu as falsifié des documents officiels. Caroline s'est mise à pleurer. S'il vous plaît, tante, je ne peux pas perdre mon travail. J'ai 3 enfants à charge. Entre deux sanglots, elle m'a expliqué tout le processus. Comment elles avaient falsifié ma signature sur plusieurs documents, comment elles avaient créé de faux rapports médicaux et comment elles prévoyaient d'utiliser tout cela pour me faire déclarer incapable et transférer ma propriété. Très bien, Caroline, dis-je après qu'elle ait tout avoué. Tu vas m'aider à réparer ça et ensuite tu chercheras un autre travail. Mais si tu m'aides maintenant, je ne porterai pas plainte contre toi. Au cours des 2 heures suivantes, Caroline m'a aidé à invalider tous les documents frauduleux qu'elles avaient créés. Elle m'a également donné des copies de tout comme preuve, y compris les faux rapports médicaux et les documents de transfert de propriété qu'elles avaient préparés. Mon troisième arrêt fut chez Maître Harrison Ford, l'avocat le plus respecté de la ville. Maître Ford, dis-je en lui montrant toutes les preuves que j'avais recueillies. J'ai besoin de votre aide pour arrêter une fraude et protéger mes droits. Maître Ford a examiné tous les documents avec une attention professionnelle. Madame Baker, c'est un cas très grave de fraude familiale. Nous avons plus qu'assez de preuves pour engager des poursuites pénales. Mais dites-moi, que voulez-vous obtenir exactement? Je veux la justice, maître, ai-je répondu. Mais par-dessus tout, je veux que ma fille apprenne que les actions ont des conséquences. Pendant 66 ans, j'ai été trop bonne, trop généreuse, trop compréhensive. Il est temps que quelqu'un me défende, même si je dois le faire moi-même. L'avocat a souri avec admiration. Madame Baker, nous allons préparer une stratégie juridique qui protège tous vos droits et envoie un message très clair sur les conséquences de tenter de frauder une personne âgée. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons préparé une action civile pour fraude, falsification de documents et tentative d'appropriation illégale. Nous avons également préparé une plainte pénale contre Chloé Stéphane et Caroline. L'avocat m'a expliqué que j'avais un dossier solde et qu'il était très probable que je récupère tous les dommages causés. En fin d'après-midi, je suis rentrée chez moi en me sentant complètement différente. Je n'étais plus la victime vulnérable qui était partie ce matin-là. J'étais une femme qui avait repris le contrôle total de sa vie et qui était prête à affronter les conséquences d'années à avoir laissé les autres abuser de sa gentillesse. Quand je suis arrivée, Chloé et Stéphane étaient dans le salon en train de regarder la télévision, agissant comme si de rien n'était. « Salut maman », dit Chloé, avec ce faux sourire que j'avais déjà appris à reconnaître. « Comment se sont passées tes courses ?»« Très bien chérie », ai-je répondu calmement. « Je me suis occupée exactement de ce dont j'avais besoin. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré et je les ai regardés attentivement. Au fait, des gens viennent nous rendre visite demain. J'espère que vous serez là pour les recevoir. Quelle personne, maman? Demanda Stéphane avec curiosité. Oh, vous verrez, leur ai-je dit avec un sourire mystérieux. Ce sont des gens qui vont nous aider à clarifier certaines choses importantes sur l'avenir de notre famille. Ah, pas comme ce soir-là, nous avons dîné en silence. Je savais exactement ce qui allait se passer le lendemain. Mais eux n'avaient aucune idée de la tempête qui s'annonçait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément avec la tranquillité d'esprit que la justice était en route. Il y a un moment où le chasseur devient le chassé, quand le piège soigneusement tendu se referme sur celui qui l'a posé. En ouvrant ma porte à l'avocat et à la police, j'ai su que ce moment était arrivé. La scène était plantée dans mon propre salon pour un acte final qu'ils n'avaient jamais vu venir. Que pensez-vous de leur visage quand ils ont réalisé que le jeu était terminé? Le lendemain matin, à 10 heures précises, la sonnette a retenti. « J'y vais », dis-je en me levant rapidement avant que Chloé ou Stéphane ne puissent bouger. À la porte se trouvaient Maître Harrison Ford, 2 officiers de police et un notaire public. « Bonjour, Madame Baker. » L'avocat a dit « Nous venons exécuter les ordres dont nous avons discuté hier. » Chloé et Stéphane se sont levés du canapé avec des regards de confusion totale. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chloé. « Qui sont ces gens ?»« Asseyez-vous » leur ai-je dit avec une autorité qu'ils n'avaient jamais entendue dans ma voix. « Il est temps que vous sachiez la vérité. » Maître Ford s'éclaircit la gorge et commença à parler.
Madame Chloé et Monsieur Stéphane, je suis ici au nom de Madame Martine pour vous informer que nous avons découvert des preuves irréfutables de fraude, de falsification de documents et de complot en vue d'une appropriation illégale à son encontre. Les visages de Chloé et Stéphane sont devenus complètement blancs. De quoi parlez-vous? Balbutia Chloé. Nous ne ferions jamais une chose pareille. Chloé, dis-je en sortant mon téléphone, veux-tu que je joue pour tout le monde le message vocal que tu m'as accidentellement envoyé hier? À cet instant, j'ai vu tout le sang quitter le visage de ma fille. Ses yeux se sont remplis d'une panique pure, alors qu'elle réalisait que son plan parfait avait été découvert à cause de sa propre négligence. Le moment de vérité était arrivé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le silence dans mon salon était assourdissant. Chloé et Stéphane étaient pétrifiés, me regardant comme s'ils avaient vu un fantôme. Pendant tous ces mois, ils avaient cru avoir le contrôle total de la situation, que j'étais une vieille femme sans défense, qu'ils pouvaient manipuler la volonté. Maintenant, ils réalisaient qu'ils avaient complètement sous-estimé la femme qui les avait élevés. Maître Ford, dis-je en gardant ma voix ferme et sereine, veuillez procéder à la présentation des preuves. L'avocat ouvrit sa mallette et sortit un épais dossier rempli de documents. Madame Chloé et Monsieur Stéphane, nous avons en notre possession des preuves irréfutables des crimes que vous avez commis contre Madame Martine. Il plaça les premiers documents sur la table basse. Commençons par les falsifications. Il montra à Chloé le document qu'elle avait signé à la banque, s'autorisant à accéder à mes comptes. Voici sa signature authentique, dit-il en montrant ma carte d'identité, et voici la signature falsifiée que vous avez présentée à la banque. Les différences étaient évidentes, vues côte à côte. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia Chloé, mais sa voix tremblait tellement qu'il était clair qu'elle mentait. Maman m'a demandé de l'aider avec ses comptes parce qu'elle oubliait de payer les factures. Chloé, dis-je avec un calme qui me surprenait moi-même, arrête de mentir. Il n'y a plus d'issue maintenant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de ma propre fille emplit la pièce. Stéphane, je n'en peux plus d'avoir ma mère dans cette maison. C'est une nuisance totale. Elle se mêle de tout ce qu'on fait. Ah, dans ce sens, j'ai regardé le visage de Chloé se décomposer complètement alors qu'elle écoutait ses propres mots. Stéphane essayait de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. Aucun d'eux n'avait réalisé que le message avait été envoyé sur mon téléphone par erreur. J'ai cherché des endroits pas chers. J'en ai trouvé un qui ne coûte que 800 € par mois. Arrête ça! Cria Chloé en se jetant sur mon téléphone, mais l'un des officiers l'arrêta immédiatement. C'est privé! Tu n'as pas le droit d'écouter mes conversations. Détends-toi, chérie, lui dis-je avec un sourire froid. Ça ne fait que commencer. Assieds-toi et écoute tout ce que tu as planifié pour ta mère. L'audio continua de jouer. Caroline m'a déjà expliqué comment on peut transférer la maison à notre nom sans qu'elle s'en rende compte. Ça va coûter environ 500 € en pot de vin et frais. Mais ça vaut le coup. Stéphane se leva brusquement. C'est un coup monté, dit-il en montrant l'avocat du doigt. Vous la manipulez pour nous accuser de choses que nous n'avons pas faites. Maître Ford sourit professionnellement. Monsieur Stéphane, nous n'en sommes même pas encore à la partie la plus intéressante. Il sortit un autre document du dossier. Voici la confession complète et signée de Caroline Rodriguez, cousine de Madame Chloé, qui travaille au service de l'état civil de la mairie. Mes yeux rencontrèrent ceux de Chloé et je la vis réaliser que Caroline l'avait trahie. Dans cette confession, continua l'avocat, Caroline détaille exactement comment vous l'avez pressée pour falsifier des documents officiels, comment vous avez créé de faux rapports médicaux et comment vous prévoyez d'utiliser ces documents pour la déclarer mentalement incapable. Caroline est une menteuse, cria Chloé désespérément. Elle a inventé tout ça pour sauver sa propre peau. Oh, vraiment, chérie, demandai-je en sortant mon petit enregistreur. Parce que j'ai aussi enregistré la conversation complète que j'ai eue avec Caroline hier dans son bureau. J'appuyai sur le bouton de lecture et la voix de Caroline, avouant tout en larmes, emplit la pièce. Chloé m'a dit que vous ne pouviez plus prendre soin de vous-même. Elle m'a montré comment falsifier votre signature. Elle m'a promis qu'elle me paierait 2000 € une fois qu'elle aurait la maison. Stéphane s'effondra sur le canapé, les mains sur la tête. C'est un cauchemar, marmonna-t-il. Tout est devenu hors de contrôle.
On a siné ma sang, mais non. Non, Stéphane, dis-je fermement. C'est la justice. Ce qui était un cauchemar, c'était de vivre dans ma propre maison, me sentant comme une prisonnière vous écoutant parler de moi, comme si j'étais une nuisance vous regardant planifier de voler tout ce pour quoi j'ai travaillé dans ma vie. Maître Ford continua la présentation des preuves. Nous avons également les faux rapports médicaux que vous avez commandités. Il montra les documents où des médecins corrompus avaient écrit que je souffrais de démence sénile et que j'étais incapable de prendre des décisions par moi-même. Madame Martine s'est volontairement soumise à une évaluation psychologique complète hier menée par le docteur Raymond Morel, spécialiste en gériatrie à l'hôpital général. Il sortit le rapport officiel. Les résultats montrent que Madame Martine est en parfaite condition mentale, avec une clarté et une capacité de raisonnement supérieure à la moyenne pour son âge. Cela prouve que tous les rapports précédents ont été fabriqués. On est si beau cachon. Chloé se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, mais de désespoir en voyant son plan s'effondrer complètement. Maman, s'il te plaît, me supplia-t-elle. Nous voulions juste prendre soin de toi. Nous pensions que ce serait mieux pour toi d'être dans un endroit où il s'occuperait de toi professionnellement. Prendre soin de moi, demandai-je avec un rire amer. En me volant ma maison, en mentant sur ma santé mentale, en planifiant de m'interner contre ma volonté, je me levai et marchai vers elle. Chérie, dans ce message, tu as aussi dit que tu espérais que je meure bientôt pour que tu puisses toucher mon assurance vie. Non, je n'ai jamais dit ça, cria Chloé. J'ai rejoué cette partie spécifique de l'audio. De plus, l'assurance vie qu'elle a est à notre nom, donc si quelque chose lui arrive à la résidence. Dieu me pardonne de le dire. Ce ne serait pas si mal. Le silence qui suivit fut dévastateur. Même les officiers de police échangèrent des regards de dégoût en entendant une fille parler de la mort de sa mère comme d'une opportunité financière. Mais il y a plus, dit l'avocat en sortant un autre dossier. Nous avons également découvert qu'au cours des 6 derniers mois, Madame Chloé a retiré de l'argent des comptes de sa mère sans autorisation en utilisant des informations obtenues frauduleusement. Il montra les relevés bancaires où l'on voyait des retraits allant de 500 à 1500 euros, tous effectués par Chloé. Au total, ils ont volé 8 750 euros des comptes de Madame Martine. On prend-on? Cet argent était pour les dépenses de la maison, protesta Stéphane. Nous payons la nourriture et les factures? C'est un mensonge, ai-je répondu. Je payais toujours toutes les factures de ma maison avec ma retraite. Cet argent que vous avez volé était pour vos caprices personnels. Je vous ai vus acheter des vêtements chers, aller dans des restaurants chics, pendant que vous me disiez qu'il fallait économiser parce que les temps étaient durs. L'avocat continua d'exposer chaque détail de leur plan criminel. Nous avons également la preuve que vous avez contacté le directeur de la résidence Saint-François et payé des frais d'inscription de 1200 euros pour réserver une place à Madame Martine, tout cela à son insu et sans son consentement. Il montra le reçu de paiement et les documents d'admission qu'ils avaient signés dans mon dos. Vous aviez prévu de l'y emmener mardi prochain en lui disant que c'était un rendez-vous médical de routine. T'attends, maman, c'était pour ton bien, maman, insista Chloé désespérément. Tu devenais si oublieuse. Parfois tu étais confuse. Assez de mensonges, ai-je finalement explosé, perdant le sang-froid que j'avais maintenu tout au long de la confrontation. Je n'ai jamais été confuse. Vous avez inventé ces histoires pour justifier votre plan. Je gère toujours mes propres finances, je cuisine ma propre nourriture, je m'occupe de ma propre maison et je vous ai même aidé financièrement quand vous me l'avez demandé. Je m'adressai directement à Chloé, la regardant dans les yeux. Tu sais ce qui fait le plus mal, chérie? Ce n'est pas que tu aies voulu voler ma maison, ce n'est pas que tu aies prévu de m'interner contre ma volonté. Ce qui fait le plus mal, c'est que pendant tous ces mois, alors que je te serrais dans mes bras et te disais combien je t'aimais, tu calculais combien d'argent tu allais gagner grâce à ma mort. Chloé s'effondra complètement et se mit à pleurer hystériquement. Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. Nous étions désespérés, nous avions tellement de dettes, nous ne savions pas quoi faire. Le désespoir ne justifie pas la trahison, lui ai-je dit fermement. Si vous aviez besoin d'argent, vous auriez pu me le demander honnêtement. Toute ma vie, je vous ai donné tout ce que j'avais. Mais au lieu de faire confiance à mon amour, vous avez décidé de me voler et de me détruire. Mais si ça m'a pas big dans mes mains.
L'officier de police s'approcha menottes à la main. Madame Baker, souhaitez-vous procéder aux arrestations? J'ai regardé ma fille qui pleurait inconsolablement, et pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de douleur maternelle. Mais ensuite, je me suis souvenue de ces mots dans l'audio de sa froideur, en planifiant ma destruction de son rire, en parlant de ma mort. Oui, officier, ai-je répondu d'une voix ferme, procédez aux arrestations. La bataille était gagnée, mais la guerre pour ma tranquillité d'esprit venait de commencer. Vaincus et exposés ma fille et son mari ont déchaîné un nouveau type d'arme, une campagne de mensonges conçue pour détruire ma réputation et ma santé mentale. C'est une chose de mener une bataille juridique, mais comment combat-on les chuchotements dans l'obscurité et le jugement de sa propre communauté? Voir ma propre fille se faire menotter dans mon salon a été l'une des images les plus douloureuses que j'ai vécues en 66 ans de vie, mais ce fut aussi le moment où j'ai réalisé que j'avais retrouvé ma dignité et mon pouvoir personnel après des mois à me sentir comme une victime impuissante. Maman, s'il te plaît, me cria Chloé alors que l'officier l'emmenait vers la porte. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ta fille. Je suis la seule chose que tu es en ce monde. Ces mots résonnaient dans mon esprit avec une ironie amère. C'était elle qui avait décidé que je n'avais pas de place dans son monde. Stéphane, en revanche, m'a regardé avec une haine pure qui m'a glacé le sang. Ce n'est pas fini, vieille folle, m'a-t-il murmuré en passant à côté de moi. Tu vas payer pour avoir ruiné nos vies. Ces mots ne m'ont pas fait peur, mais ils ont confirmé que j'avais pris la bonne décision en les dénonçant. Après que Chloé et Stéphane aient été emmenés, ma maison est restée dans un silence absolu que je n'avais pas connu depuis des mois. Pour la première fois depuis qu'ils étaient devenus s'installer temporairement, je pouvais me promener dans ma propre maison sans me sentir observée, jugée ou manipulée. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Le lendemain, une campagne de terreur a commencé qui m'a montré jusqu'où Chloé et Stéphane étaient prêts à aller pour se venger de moi. La première attaque est venue par les réseaux sociaux. Chloé avait créé un faux profil et avait commencé à publier des histoires terribles sur moi dans les groupes communautaires locaux sur Facebook. Ma mère souffre de démence sénile et nous a faussement accusés de vol, écrivait-elle. Elle est si confuse qu'elle ne reconnaît pas sa propre famille. S'il vous plaît, si vous la voyez seule dans la rue, appelez-moi, car elle ne devrait pas être sans surveillance. Les publications incluaient des photos de moi prises à mon insu où j'apparaissais distraite ou fatiguée qu'ils avaient modifiées pour faire croire que j'avais des problèmes de santé mentale. Les commentaires d'inconnus étaient dévastateurs. Pauvre femme, elle a l'air très confuse. C'est terrible pour une mère d'accuser ses propres enfants. Il devrait chercher une aide professionnelle pour elle. Madame Rose, ma voisine, de toujours est venue chez moi inquiète après avoir vu ces publications. « Martine, ma chérie, ça va? J'ai vu des choses vraiment horribles en ligne sur toi et ta fille. » Oh, j'ai dû lui expliquer toute la situation, lui montrer les preuves que j'avais pour qu'elle comprenne que tout cela était une campagne de dénigrement. Mais le harcèlement s'est intensifié rapidement. Des appels téléphoniques ont commencé à arriver à toute heure du jour et de la nuit. Des voix inconnues m'insultaient, me menaçaient et me disaient que j'étais une mère dénaturée qui avait détruit sa propre famille pour de l'argent. « Vous êtes une vieille femme misérable !» m'a crié une voix féminine à 3 heures du matin. « J'espère que vous mourrez seule et abandonnée. » Des gens que je ne connaissais pas ont également commencé à se présenter chez moi, soi-disant inquiets pour mon bien-être. De fausses assistantes sociales qui disaient avoir reçu des signalements selon lesquels j'étais en danger. Des vendeurs agressifs qui insistaient pour me vendre des systèmes de sécurité parce qu'une vieille femme seule est très vulnérable. Et même des gens qui se présentaient comme des parents éloignés venus vérifier mon état mental. Maître Ford m'a expliqué que tout cela faisait partie d'une stratégie juridique désespérée. Madame Baker, ils essaient de créer des preuves que vous avez vraiment des problèmes mentaux pour discréditer votre témoignage au tribunal. C'est une tactique courante lorsque les accusés n'ont pas de défense juridique solide. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce sont les lettres anonymes, pleines de poison et de ressentiment qui ont commencé à arriver. « Vous êtes une mère ratée », disait l'une d'elles. « Vous avez élevé une fille qui vous déteste au point de préférer vous voir morte. Réfléchissez à ce que vous avez fait de mal. » Une autre lettre disait même « Vos propres enfants vous ont abandonné parce que vous êtes insupportable. Personne ne vous regrettera quand vous mourrez. » Les lettres n'attaquaient pas seulement ma relation avec Chloé, mais tous les sacrifices que j'avais faits dans ma vie. Vous avez travaillé comme domestique toute votre vie.
Et pourquoi? Pour que votre fille vous méprise. Vous avez été une imbécile qui s'est laissée utiliser. Chaque mot était calculé pour briser mon estime de moi et me faire douter des décisions que j'avais prises. Une nuit, en lisant une de ces lettres particulièrement vicieuses, je me suis complètement effondrée. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine au même endroit où j'avais écouté l'audio qui avait changé ma vie et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, me demandais-je encore et encore. Comment ai-je pu élever une fille qui me déteste à ce point? Pour la première fois depuis le début de cette bataille juridique, j'ai envisagé d'abandonner. Peut-être serait-il plus facile de laisser tomber toutes les accusations, de pardonner à Chloé et d'essayer de reconstruire notre relation. Peut-être avais-je vraiment réagi de manière excessive. Peut-être m'aimaient-ils à leur manière et j'avais mal interprété leurs intentions. Mais juste au moment où j'allais appeler Maître Ford pour lui demander d'abandonner le procès, je me suis souvenue de quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Je me suis levée du sol et je suis allée dans ma chambre où je gardais tous les souvenirs les plus précieux de ma vie dans un petit coffret. J'ai cherché jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin. Une lettre que ma mère m'avait écrite peu de temps avant de mourir quand Chloé avait 8 ans. Ma très chère Martine, disait la lettre de l'écriture tremblante de ma mère malade. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Mais je veux que tu saches que je suis très fière de la femme et de la mère que tu es. Tu as élevé Chloé avec tant d'amour et de dévouement que je suis sûre qu'elle sera une femme bien qui t'honorera toute sa vie. C'est bon, j'ai continué à lire les larmes aux yeux. Mais si jamais les choses deviennent difficiles, si quelqu'un essaie de te faire du mal ou de profiter de ton bon cœur, souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses. Ne permets à personne, pas même à ta propre fille, de piétiner ta dignité. Le véritable amour ne cherche jamais à détruire, ne cherche jamais à voler, ne cherche jamais à humilier. Et c'est notre secondium. Les dernières lignes de la lettre m'ont donné la force dont j'avais besoin. Martine, tu mérites le respect. Tu mérites un amour sincère. Tu mérites de vivre tes dernières années dans la paix et la dignité. Si quelqu'un ne peut pas te donner cela, alors il ne mérite pas de t'avoir dans sa vie, peu importe le sang que vous partagez. On dit que bien vivre, et c'est la meilleure des vengeances, mais j'ai découvert quelque chose de plus puissant, vivre pour soi-même. Après une vie de sacrifice, j'étais enfin libre. Mais que fait une femme de sa liberté à 66 ans lorsque son ancienne vie gît en cendres? Vous serez surpris de la vie que j'ai construite à partir de ces ruines. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Ma mère avait raison, le véritable amour ne détruit pas, il ne vole pas. Il ne planifie pas la mort d'un être cher comme une opportunité financière. Ce que Chloé ressentait pour moi n'était pas de l'amour. C'était de la convenance économique déguisée en affection filiale. Le lendemain, je me suis réveillée avec une détermination renouvelée. J'ai appelé Maître Ford et j'ai dit « Maître, je veux que vous poursuiviez toutes les accusations. Je ne vais rien laisser tomber. Je veux que cette affaire aille jusqu'au bout. » « Ah, je suis heureux d'entendre cela, Madame Baker, m'a-t-il répondu. Parce que j'ai des nouvelles importantes. Chloé et Stéphane essaient de parvenir à un règlement à l'amiable. Ils veulent éviter un procès public à tout prix. Quel genre de règlement? Ai-je demandé. Ils sont prêts à rendre tout l'argent qu'ils ont volé, à payer des dommages et intérêts et à s'engager à ne plus jamais vous contacter si vous abandonnez les poursuites pénales. J'ai réfléchi attentivement à cette proposition. D'un côté, je récupérerai mon argent et je me débarrasserai de leur manipulation pour toujours. De l'autre, ils n'affronteraient pas tout de même les conséquences juridiques de leurs actes. Maître, ai-je finalement dit, j'accepte le règlement, mais avec une condition supplémentaire. Je veux qu'ils signent une confession complète de tout ce qu'ils ont fait, admettant publiquement que je suis mentalement compétente et que toutes leurs accusations sur ma santé mentale étaient fausses. Et je veux que cette confession soit publiée aux mêmes endroits où ils m'ont diffamée. Ah, c'est très intelligent, Madame Baker, m'a dit l'avocat. Cela nettoiera complètement votre réputation et les empêchera de continuer cette campagne de dénigrement. Une semaine plus tard, Chloé et Stéphane ont signé l'accord. J'ai récupéré mes 8 750 € plus 15 000 € supplémentaires de dommages et intérêts. Mais plus important que l'argent, j'ai récupéré ma tranquillité d'esprit et ma dignité. La confession publique a été dévastatrice pour eux, mais libératrice pour moi.
Nous, Chloé Baker et Stéphane Williams, admettons que nous avons faussement accusé Madame Martin d'avoir des problèmes mentaux. Nous admettons que nous avons planifié de voler sa propriété et que nous avons créé des documents frauduleux pour la déclarer incapable. Madame Martin est en parfaite condition mentale et nous avons inventé ces histoires pour justifier nos actions criminelles. Ce jour-là, exactement un mois après avoir entendu l'audio qui a changé ma vie, j'ai réalisé que j'avais réussi quelque chose qui semblait impossible. J'avais vaincu ceux qui avaient tenté de me détruire et je l'avais fait avec intelligence, dignité et en m'en tenant toujours à la loi. Mais mon histoire n'était pas encore terminée. J'avais une nouvelle vie à construire et je savais exactement comment je voulais la vivre. Avec l'accord légal signé et ma réputation complètement restaurée, le moment est venu de prendre les décisions les plus importantes de ma nouvelle vie. Je n'étais plus la Martine naïve qui avait laissé sa gentillesse être abusée pendant des décennies. J'étais une femme de 66 ans qui avait appris que la vraie force ne vient pas d'endurer les abus, mais de se défendre avec intelligence et dignité. La première action que j'ai entreprise a été de changer complètement mon testament. J'ai convoqué Maître Ford chez moi et je lui ai dicté mes nouvelles dernières volontés. Maître, je veux que tous mes biens, y compris cette maison, et toutes mes économies soient données à la fondation Le Refuge Doré qui aide les personnes âgées abandonnées par leur famille. Êtes-vous complètement sûre de cette décision, Madame Baker ? M'a demandé l'avocat. C'est un patrimoine considérable, environ 490 000 euros, incluant la maison, vos économies et les compensations que vous avez reçues. Complètement sûre, ai-je répondu fermement. Je veux que cet argent aide les gens qui en ont vraiment besoin, pas des enfants ingrats qui voient leurs parents comme un investissement financier. J'ai également stipulé que si Chloé essayait de contester le testament, elle perdrait automatiquement tout droit de recevoir, ne serait-ce qu'un centime. Ma deuxième décision a été de déménager. Je ne voulais plus vivre dans la maison où j'avais été trahie, où j'avais entendu ma propre fille planifier ma destruction. Maître, je veux vendre cette propriété et acheter quelque chose de plus petit, plus conforme à mes besoins actuels. En 3 semaines, j'ai trouvé l'endroit parfait, un bel appartement dans un complexe résidentiel pour seniors actifs, avec des jardins, des zones de loisirs et une communauté de gens de mon âge qui valorisaient l'indépendance et la dignité. L'appartement m'a coûté 85 000 euros. Et avec les 95 000 euros qu'il me restait de la vente, plus les compensations légales, j'avais assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de ma vie. Mais ma vengeance la plus satisfaisante a été complètement légale et absolument dévastatrice pour Chloé et Stéphane. Il s'avère que lors de mon enquête avec l'avocat, nous avons découvert qu'ils avaient menti sur leur déclaration de revenus des 3 dernières années. Ils avaient déclaré des revenus bien inférieurs à leurs revenus réels pour payer moins d'impôts. Mais en même temps, ils avaient mené un style de vie qui ne correspondait pas à ces revenus déclarés. Madame Baker, m'a dit l'avocat avec un sourire, j'ai des informations qui pourraient intéresser le fisc. Il m'a montré des preuves que Stéphane avait effectué des travaux non déclarés et que Chloé avait vendu des produits en ligne sans déclarer ses revenus. Maître, en tant que citoyenne responsable, je crois qu'il est de mon devoir de signaler toute évasion fiscale dont j'ai connaissance, lui ai-je dit avec un sourire qui atteignait mes yeux. Après tout, nous devons tous contribuer équitablement à l'entretien du pays. Une semaine plus tard, le service des impôts a lancé un audit complet de Stéphane et Chloé. Ils ont découvert qu'ils devaient 22 000 euros d'arriérés d'impôts, plus les pénalités et les intérêts. Cela portait la dette totale à 35 000 euros. Mais comme ils n'avaient pas cet argent disponible, ils ont dû vendre leur voiture, mettre leurs bijoux au clou et contracter des prêts à taux élevés pour éviter d'aller en prison pour évasion fiscale. Ma troisième vengeance fut professionnelle. Pendant l'enquête, nous avons également découvert que Caroline, la cousine, qui travaillait à l'état civil, n'avait pas été la seule employée publique impliquée dans la fraude. Il y avait tout un réseau de corruption qui facilitait ce genre de vol contre les personnes âgées. Avec l'aide de Maître Ford, nous avons transmis toutes les informations aux autorités compétentes. L'enquête a abouti au licenciement de 6 fonctionnaires, dont Caroline, et à la découverte d'au moins 12 cas similaires aux miens, où ils avaient volé des propriétés à des personnes âgées en utilisant de faux documents. Lorsque le scandale est devenu public dans les journaux locaux, Chloé et Stéphane sont devenus l'exemple parfait des enfants dénaturés qui abusaient de leurs parents âgés.
Leurs noms et photographies sont apparus en première page avec des titres comme Trahison familiale qui a choqué la ville et des enfants prévoyaient de voler la maison de leur mère de 66 ans. Mais ma vengeance la plus intelligente fut sociale. Il s'avère que Chloé travaillait dans une entreprise prestigieuse où la réputation personnelle était essentielle à la croissance professionnelle. Quand son patron a appris le scandale par les journaux, il l'a convoquée dans son bureau pour une conversation très inconfortable. Nous ne pouvons pas avoir d'employés impliqués dans des scandales de fraude familiale, lui a-t-il dit. Notre entreprise a une réputation à protéger. Bien qu'il ne l'ait pas licenciée immédiatement, il l'a rétrogradée à un poste moins important et lui a fait comprendre qu'elle n'aurait aucune opportunité de promotion dans un avenir proche. Stéphane a également subi des conséquences à son travail. Son superviseur, en apprenant qu'il avait participé à un plan pour frauder sa belle-mère, lui a dit « Si vous êtes capable de voler votre propre famille, comment savons-nous que vous ne nous volerez pas ?» Il a perdu toutes les opportunités d'obtenir la promotion qu'il espérait. Mais ce qui m'a le plus satisfaite, c'est de voir comment leurs propres amis et leurs familles les ont rejetés. La sœur de Stéphane a refusé de lui parler après avoir découvert ce qu'ils avaient prévu de me faire. Comment as-tu pu participer à quelque chose d'aussi cruel contre une vieille femme qui ne t'avait traité qu'avec amour lui a-t-elle crié lors d'une confrontation familiale dont plusieurs voisins ont été témoins. Les amis de Chloé l'ont également abandonnée peu à peu. Les mères de son cercle social ne voulaient pas s'associer à quelqu'un qui avait trahi sa propre mère avec autant d'orgueil. Si elle est capable de faire ça à la femme qui lui a donné la vie, de quoi ne sera-t-elle pas capable envers nous? Commentaient-elles entre elles. Même au supermarché et à la pharmacie où on les connaissait depuis des années, les gens les montraient du doigt et chuchotaient dans leur dos. Ils étaient devenus un exemple public de ce qu'il ne faut pas faire à ses parents âgés. Tout au long de ce processus, je n'ai jamais agi avec haine ou soif de vengeance. Chaque action que j'ai entreprise était légale, éthique et justifiée. Je n'ai pas menti à leur sujet. Je n'ai pas inventé de fausses accusations. Je ne les ai pas menacés ni blessés physiquement. J'ai simplement laissé les conséquences naturelles de leurs propres actions suivre leur cours. 6 mois après le jour où j'ai entendu cet audio fatidique, j'ai croisé Chloé au centre commercial. Elle avait l'air hagarde, fatiguée et beaucoup plus âgée que ses 35 ans. Quand elle m'a vue, elle s'est approchée avec les larmes aux yeux. « Maman, dit-elle d'une voix brisée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je comprends que tu sois en colère, mais nous avons déjà payé le prix. Nous avons tout perdu. Notre crédit est ruiné. Stéphane a perdu sa promotion. J'ai dû prendre un travail avec un salaire inférieur. Ne penses-tu pas que c'est une punition suffisante ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux sans haine, mais sans faiblesse. « Chloé, je ne t'ai pas punie. Ce sont les conséquences de tes actions qui t'ont punie. Tu as décidé de planifier ma destruction. J'ai juste décidé de me défendre. Mais nous sommes de la famille, a-t-elle plaidé. Le sang, c'est le sang, maman. Tu ne peux pas abandonner ta fille unique. Le sang ne te donne pas le droit de maltraiter, de voler ou de planifier la mort de quelqu'un, ai-je répondu calmement. Pendant 35 ans, j'ai été ta mère inconditionnelle. Pendant 3 mois, tu as été mon bourreau calculateur. Tu ne peux pas me demander d'oublier ça juste parce que tu fais maintenant face aux conséquences. « Alors tu ne vas pas me pardonner ?» demanda-t-elle en pleurant. « Je t'ai déjà pardonné, Chloé, » lui ai-je dit honnêtement. Te pardonner était nécessaire pour ma propre tranquillité d'esprit. Mais pardonner ne signifie pas oublier ou te permettre de me faire du mal à nouveau. Pardonner ne signifie pas prétendre que rien ne s'est passé. Pardonner ne signifie pas te donner une autre chance de détruire ma vie. Oh, tatananaman. Je l'ai laissé pleurer dans ce centre commercial et je me suis éloignée vers mon nouvel appartement où ma nouvelle vie m'attendait. Une vie où je n'étais plus la victime de personne, où je n'avais plus à prétendre que l'abus était de l'amour, où je n'avais plus à sacrifier ma dignité pour maintenir des relations toxiques. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais complètement libre. Un an peut tout changer. Il peut transformer une victime en vainqueur, un cœur brisé en source de force pour les autres. Mais quand le passé vient frapper sous la forme d'une lettre de la fille qui vous a trahi, ouvrez-vous la porte. Ceci est l'histoire de ma dernière leçon, le vrai sens du pardon. 1 an après cette rencontre au centre commercial, ma vie avait pris un chemin que je n'aurais jamais imaginé possible.
À 67 ans, je me suis réveillée ce matin de printemps dans mon bel appartement avec le soleil filtrant à travers les rideaux blancs que j'avais choisis moi-même sans que personne ne me dise qu'ils étaient trop chers ou inutiles. J'ai préparé mon café dans la cuisine petite mais parfaite pour mes besoins et je me suis assise sur mon balcon pour contempler les jardins du complexe résidentiel. Au loin, je pouvais voir d'autres résidents faire leurs exercices des matinaux, s'occuper des plantes ou simplement profiter de la tranquillité. Nous étions tous des seniors qui avions décidé de vivre nos dernières années avec dignité et indépendance. Bonjour Martine, m'a saluée ma voisine Nicole, une femme de 72 ans qui était devenue ma meilleure amie. Prête pour notre cours de danse aujourd'hui? J'ai souri me rappelant comment j'avais commencé à prendre des cours de danse à 67 ans, quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Plus que prête Nicole, ces vieux os ont encore beaucoup à donner. Au cours de cette année, j'avais découvert une version de moi-même qui était en dormance depuis des décennies. Sans la pression constante de plaire à Chloé, sans le stress de marcher sur des œufs dans ma propre maison, je m'étais épanouie, comme une fleur qui reçoit enfin la lumière du soleil. Je m'étais inscrite à des cours de peinture et j'avais découvert que j'avais un talent naturel pour les paysages. Mes peintures décoraient maintenant les murs de mon appartement et j'en avais vendu quelques-unes à la foire d'art locale. Madame Baker, m'avait dit l'organisateur de la foire, vos peintures transmettent une paix et une sagesse qui touche le cœur des gens. J'avais également rejoint le groupe de bénévoles de la Fondation Le Refuge Doré, la même organisation qui serait la bénéficiaire de mon héritage. Je travaillais 3 jours par semaine à aider d'autres personnes âgées qui avaient été abandonnées ou maltraitées par leur famille. Martine, m'avait dit une femme de 81 ans, qui était venue à la Fondation après que ses enfants l'aient expulsée de sa maison. Vous comprenez notre douleur parce que vous l'avez vécue de première main. Non! À la Fondation, j'étais devenue une sorte de conseillère non officielle. Les gens qui arrivaient brisés et sans espoir trouvaient dans mon histoire un exemple qu'il était possible de se rétablir, qu'il était possible de reconstruire une vie digne après la plus profonde trahison familiale. Madame Martine, m'avait dit Monsieur Robert, un homme de 75 ans dont les enfants avaient vidé les comptes bancaires. Comment avez-vous réussi à pardonner et à aller de l'avant? Je lui avais répondu, Monsieur Robert, pardonner ne signifie pas oublier ou leur permettre de nous faire du mal à nouveau. Pardonner signifie libérer notre cœur du poison du ressentiment pour que nous puissions vivre en paix. Mais vivre en paix signifie aussi s'éloigner de ceux qui nous font du mal, même s'ils partagent notre sang. Mon travail à la Fondation m'avait donné un but que je n'aurais jamais cru avoir à cet âge. Nous avions réussi à aider 47 personnes âgées à récupérer l'argent volé par leur famille. 23 avaient réussi à annuler des documents frauduleux qui les déclaraient incapables. Et 15 avaient trouvé de nouveaux foyers sûrs après avoir été expulsés par leurs propres enfants. Mais la chose la plus importante que j'avais découverte était ma propre valeur. Pendant 66 ans, j'avais mesuré ma valeur à l'aune de ce que je pouvais donner aux autres, de ce que je pouvais sacrifier, de la douleur que je pouvais endurer en silence. Maintenant, je comprenais que ma valeur en tant que personne ne dépendait pas d'être utile aux autres, mais d'être fidèle à moi-même et de respecter mes propres limites. Quant à Chloé et Stéphane, je recevais occasionnellement de leurs nouvelles par des connaissances communes. Ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et plus économique. Stéphane avait définitivement perdu ses opportunités de promotion et travaillait maintenant à un poste moins bien rémunéré. Chloé avait dû accepter un travail à temps partiel supplémentaire pour pouvoir rembourser toutes leurs dettes. Mais ce qu'on me disait le plus, c'est que leur mariage était en crise. Quand ils n'avaient plus la maison de la belle-mère comme plan de secours, ils avaient commencé à se rejeter la faute l'un sur l'autre pour l'échec de leur plan. Ils se disputent constamment pour savoir qui était responsable de la découverte de tout, m'a dit Madame Rose, mon ancienne voisine. Curieusement, cela ne me procurait pas une satisfaction vengeresse, mais une profonde tristesse face aux décisions qu'ils avaient prises. Ils avaient détruit non seulement leur relation avec moi, mais aussi leur propre relation. La cupidité avait été un poison qui avait contaminé tout ce qu'ils touchaient. Il y a 6 mois, j'avais reçu une lettre de Chloé. Je ne l'avais pas ouverte immédiatement. Il m'avait fallu 3 jours pour décider si je voulais lire ce qu'elle avait à me dire. Finalement, je l'avais ouverte en présence de Nicole, ma voisine, pour avoir un soutien émotionnel. Sans « Chère maman », commençait la lettre.
Je sais que je n'ai le droit de rien te demander, mais j'ai besoin que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que je t'ai fait. Je suis une thérapie et je comprends maintenant que mes actions étaient impardonnables. Je n'écris pas pour te demander ton pardon ou pour revenir dans ta vie. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin le mal que je t'ai causé. La lettre continuait. La thérapeute m'a aidé à comprendre que mes actions n'étaient pas nées d'un désespoir financier, mais d'une mentalité égoïste que j'avais développée au fil des ans. Je me suis tellement habituée à recevoir ton aide inconditionnelle que j'ai cessé de te voir comme une personne avec des droits et des sentiments, et j'ai commencé à te voir comme une ressource que je pouvais exploiter. Maintenant, je comprends que tu méritais le respect, l'affection sincère et les soins dans tes années dorées. Au lieu de cela, je t'ai donné de la manipulation, des mensonges et de la trahison. J'ai perdu la meilleure mère du monde à cause de ma propre cupidité et de ma stupidité. La lettre se terminait par une phrase qui m'a fait pleurer. Je n'attends pas ton pardon, maman, car je sais que je ne le mérite pas. J'espère juste que tu es heureuse et que tu trouves la paix que tu as toujours méritée. Avec amour est un regret éternel, Chloé. Cette lettre m'avait pris des semaines à traiter émotionnellement. D'une part, j'étais heureuse de savoir que Chloé comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. D'autre part, il était déjà trop tard pour reconstruire notre relation. Certaines blessures, même si elles peuvent guérir, laissent des cicatrices trop profondes pour permettre aux choses de redevenir comme avant. J'avais répondu par une lettre brève mais honnête. Chloé, j'accepte tes excuses et je suis heureuse de savoir que tu cherches une aide professionnelle. Je te pardonne parce que garder de la rancune me ferait du mal à moi, mais pardonner ne signifie pas oublier, et cela ne signifie pas que je puisse te faire confiance à nouveau. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, mais ma vie est maintenant en paix sans toi. Avec affection mais sans retour possible, ta mère. Dans les nuits calmes de ma nouvelle maison, je réfléchissais souvent aux leçons que cette expérience m'avait apprises. La plus importante était que le véritable amour ne cherche jamais à détruire ou à s'approprier l'être aimé. Le véritable amour respecte, protège et cherche le bien-être de l'autre sans rien attendre en retour. J'avais aussi appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, mais de la survie émotionnelle. Pendant des décennies, j'avais confondu le sacrifice extrême avec l'amour maternel, alors qu'en réalité, j'avais appris à Chloé qu'elle pouvait me maltraiter sans conséquence. Parfois, avais-je dit aux femmes du groupe de soutien de la Fondation, le plus grand héritage que nous puissions laisser à nos enfants n'est pas l'argent ou les biens, mais l'exemple que toutes les personnes, y compris leur mère, méritent le respect et la dignité. Ce matin de printemps, alors que je finissais mon café sur le balcon, j'ai reçu un appel de Maître Ford. Madame Baker, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Je viens d'être contactée parce que 3 autres cas similaires aux vôtres ont été découverts. Les familles concernées aimeraient que vous partagiez votre expérience sur la façon de gérer ce genre de situation. Bien sûr, maître, ai-je répondu sans hésiter. Si mon histoire peut aider d'autres personnes à se défendre, je suis tout à fait disposée à la partager. Cet après-midi-là, alors que je peignais un paysage de montagne sur mon chevalet, j'ai réfléchi au voyage incroyable que j'avais parcouru au cours des 18 derniers mois. J'avais commencé comme une victime silencieuse et j'étais devenue une survivante pleine de ressources qui aidait maintenant les autres à trouver leur propre force. Mon téléphone a sonné interrompant mes pensées. C'était Nicole qui m'invitait à dîner au nouveau restaurant du centre-ville. Martine, allons fêter la vie, dit-elle avec son enthousiasme contagieux. Alors que je me préparais à sortir, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme complètement différente de celle que j'avais été 1 an et demi auparavant. Mes yeux brillaient d'une confiance que je n'avais jamais eue. Ma posture était droite et fière et mon sourire était authentique et libre de fardeaux émotionnels. Martine, me suis-je dit dans le miroir, à 67 ans, tu as enfin appris que ta vie n'appartient qu'à toi et que tu mérites de la vivre avec dignité, joie et paix. Ce soir-là, en dînant avec ma nouvelle famille choisie, au lieu de ma famille biologique toxique, nous avons trinqué au nouveau départ à la sagesse, qui vient avec l'âge et au courage de défendre ce qui est juste, peu importe les conséquences. Et en levant mon verre de vin, j'ai pensé à toutes les femmes qui, à ce moment-là, souffraient des mauvais traitements de leur propre famille, croyant qu'elles n'avaient pas d'option, qu'elles devaient endurer les abus au nom de l'amour familial.
Si mon histoire pouvait atteindre ne serait-ce qu'une seule de ces femmes et lui donner le courage de se défendre, alors tout ce que j'avais traversé en aurait valu la peine. Parce que parfois le plus grand héritage que nous puissions recevoir n'est pas l'argent ou les biens, mais le courage d'être fidèle à nous-mêmes. Et la connaissance qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de nos vies. Il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité plutôt que la commodité, la vérité plutôt que la fausse paix, et l'amour de soi plutôt que le sacrifice destructeur. Et il n'est jamais trop tard pour l'être.